Vidéo portant sur les fonds négociés en bourse, donc FNB, qui est produite lors du mois de novembre de l'année 2024. D'entrée de jeu, je vous mentionne que la vidéo présente que vous écoutez n'est pas un conseil en investissement. Elle ne cherche pas à vous dire quoi faire, c'est-à-dire quoi acheter ou ne pas acheter en matière de fonds négociés en bourse. Elle sert tout simplement à vous présenter une étude que je fais à l'égard des fonds négociés en bourse dans un esprit de partage. Et puis, ce qui est important par rapport à toute information présentée dans cette vidéo, ainsi que n'importe quelle vidéo que vous pouvez écouter sur le web qui a trait aux fonds négociés en bourse, eh bien, c'est de vérifier les informations par vous-même, donc de ne pas croire ce qui est dit et faire des vérifications indépendantes en s'appuyant sur plusieurs sources d'informations dans l'optique de valider l'information qui est présentée. En tant qu'individu, présentement, je m'intéresse à l'analyse fondamentale de titres fonds négociés en bourse et également un peu à l'analyse technique, donc en relation avec le contexte. Et pour ce qui est de la situation présente, au mois de novembre 2024, il y a présentement la grève à Poste Canada, donc le service postal par rapport au pays où je vis. Et ma curiosité, c'est de voir est-ce que ça va avoir une incidence sur l'économie canadienne et par rapport au TSX, donc par rapport à l'indice boursier à l'égard de la bourse du Canada, se rapportant aux plus grandes entreprises dans les prochains jours, advenant que la grève perdure. Au moment où est faite cette capsule vidéo, il est question que la grève est en cours depuis quelques jours. En fait, si vous regardez le titre à l'écran en relation avec un article du site de Radio-Canada, les partis toujours éloignés après une séance de médiation. Donc, c'est sûr qu'en ayant accès à cette information, bien, ça m'a piqué ma curiosité. Pour ce qui est du Canada, advenant que le marché soit à baisse dans les prochains jours, dans le sens que si la grève perdure et que ça nuit à l'économie, ça a cet impact, bien à ce moment-là, ça peut représenter une occasion intéressante pour, dans le fond, acheter des fonds négociés en bourse par rapport au Canada. Si ce scénario se concrétise, là, ça reste à voir naturellement. Donc, par rapport au marché canadien, j'ai fait des recherches au niveau de l'analyse fondamentale de certains fonds négociés en bourse. Vous pouvez regarder à l'écran. Il y a une vidéo que j'ai trouvée intéressante. Elle est en anglais, mais elle présente un fonds négocié en bourse que je pense que ça vaut la peine d'explorer. Pour que les gens qui veulent, dans le fond, en faire l'étude, là, c'est que il y a, puis je mettrai le lien en bas de la description présente là, des différentes références web auxquelles je vais faire allusion. Donc, si vous avez envie de les explorer plus en détail. En fait, il y a la BMO qui a développé un produit qui s'appelle ZLB. Là, j'ai marqué "-C" parce que c'est en argent canadien. En fait, j'en ai fait la comparaison par rapport au VCN de Vanguard, qui, dans le fond, est un autre produit financier en relation avec les entreprises là, canadiennes. Donc, par rapport au ZLB, sa particularité de ce placement, c'est de ne pas investir dans le secteur de l'énergie, qui, comme le gaz, par exemple, est plus volatile et met l'emphase sur les produits de base. Il y a des frais de gestion de 0,39%, donc ce qui est plus élevé que le VCN. Le VCN ayant des frais de gestion de 0,05%. Par contre, ce qui est intéressant avec le ZLB, c'est qu'il y a un rendement de 12,29% depuis sa création en 2011, tandis que le VCN a un rendement de 9% depuis sa création en 2013. Donc, on va aller chercher un rendement un peu plus élevé en s'appuyant sur les données du passé.
donc au cours des dernières années. Naturellement, la mise en garde qui doit être faite ici, le passé n'est pas garant de l'avenir. Donc, ce n'est pas garanti que le rendement va être plus élevé là, avec le ZLB que le VCN dans les prochaines années. Par contre, en regardant, en s'appuyant sur les chiffres du passé, à défaut de rien, ben, on peut émettre des hypothèses en relation avec ça qui méritent d'être étudiées. Donc, c'est sûr que j'ai fait l'étude de certains produits de fonds négociés en bourse canadiens, advenant comme nous en parlent les médias, là, que la grève là, des postes au Canada, là, de Poste Canada, a beaucoup d'impact. Mais on verra bien. Donc, pour ce qui est du TSX, donc en date du 19 novembre 2024, on peut voir là, que il ne se passe pas grand-chose présentement en lien avec ça. Là. Donc, si vous regardez depuis 6 mois, là, il n'y a pas eu de gros creux là, depuis l'annonce là, de la grève là, aux États-Unis, au Canada, pardon. Puis le fait que c'est commencé depuis quelques jours, là, c'est quand même assez... si on regarde sur un an, vous voyez, là, c'est assez tranquille. Il n'y a pas de grand creux là, que ça a occasionné là, au niveau de la croissance économique. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression que ça a peu d'impact, mais si la grève perdure, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que le mois de novembre, début du mois de décembre, c'est là que les gens vont faire des achats, qui vont commander des choses par la poste. Et là, c'est de voir, parce que c'est habituellement une période qui est, dans le fond, importante au niveau des achats qui sont livrés par la poste. Donc, voir si ça va avoir l'incidence. C'est sûr qu'aujourd'hui, la donne a changé à la différence des décennies précédentes où, quand il y avait la grève de Poste Canada, l'impact était plus grand qu'aujourd'hui où ce que vous avez, par exemple, Amazon, qui est indépendant de Poste Canada, qui fait pareil de la livraison en ligne. Donc, à ce moment-là, ça va sans doute... diminuer l'impact, là, mais on verra. On verra bien qu'est-ce qui va arriver. Sinon, dans les derniers jours, naturellement, je me suis intéressé au Bitcoin. Le Bitcoin qui a connu une période du plus haut sommet atteint. Donc, le plus haut sommet atteint qui a été égalisé il y a quelques jours. En fait, le plus haut sommet atteint, il était en 2021 monté à 64 000. Ça a été dépassé. Ensuite, le 64 000 a été dépassé en 2024, sauf que le plus haut montant atteint sur le plan historique a été atteint suite à l'élection de Donald Trump récemment, au mois de novembre. Et ma curiosité, c'est de voir jusqu'où il va continuer à monter. Donc, le Bitcoin étant une monnaie, une crypto-monnaie, donc très volatile. Donc, je me suis intéressé. Et en écoutant des vidéos sur le web, il y a crypto versus bourse. On fait la comparaison entre les deux types d'investissements qui peuvent être faits. Il y a une vidéo que j'ai trouvée intéressante où on parle des cycles associés au halving se rapportant au Bitcoin qui ont lieu environ à tous les 4 ans. Et par rapport à ce cycle qui arrive, il y a une période à un moment donné qui va être haussière, une période baissière, ensuite un retour à une période haussière. Et ça fait ça environ là, à tous les 4 ans. Puis on peut voir qu'il y a eu des montées, ensuite ça a descendu, ça a remonté, ensuite ça a redescendu. Puis là, c'est sûr que c'est de voir qu'est-ce qui va arriver. C'est sûr que c'est intéressant d'essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe par rapport aux crypto-monnaies. Il y a quelqu'un là, sur le web, là, en fait, il s'appelle Quentin Chapeau qui est interviewé dans le cadre d'une vidéo. Puis je trouvais ça intéressant ce qu'il expliquait, c'est-à-dire que lui, il présente une vision avec un cycle de 4 ans avec des étapes qui arrivent. C'est de comprendre la logique par rapport à ça en lien avec le halving. Le halving, c'est un événement qui a lieu environ à tous les 4 ans où le nombre de bitcoins minés
est diminué par 2. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'au moment du halving, c'est qu'au lieu, par exemple, qu'il y en ait 3 de cryptés, il y en a 1,5 par jour, et ainsi de suite. Ça diminue tout le temps aux 4 ans. Donc, le nombre diminuant peut faire en sorte que si la demande est constante ou croissante, ça augmente naturellement de valeur. Donc, c'est une possibilité. Mais il faut faire attention, parce que ça ne veut pas dire qu'il y a eu des cycles haussiers et baissiers qui ont eu cours dans les dernières années, que ça va être nécessairement le cas à l'avenir. Et comme une discussion que j'avais eue avec quelqu'un qui me disait, ben, ce qui importe à la base, c'est vraiment la dimension achat-vente par rapport au marché puis au public, à savoir si les gens veulent en acheter ou pas, plutôt que le halving. Donc, si quelqu'un fait juste son analyse technique en lien avec le fait qu'il y a un halving à tous les 4 ans, puis il ne prend pas en considération d'autres facteurs de conjoncture économique ou structurelle, ben, c'est sûr que la personne peut être déçue si elle se fie que ce qui s'est passé dans le passé va nécessairement se reproduire, mais c'est intéressant à regarder quand même au niveau de qu'est-ce qui se passe là, en novembre 2024. Donc, le plus haut sommet, la barre du 75 000 $ a été atteint il y a quelques jours. Donc, à ce moment-là, une fois que c'est atteint, à ce moment-là, le plus haut sommet, qu'est-ce qui arrive? Ça attire l'attention du public, des médias. Et à ce moment-là, ben, il y avait eu, entre autres, Radio-Canada qui avait parlé. Le Bitcoin a atteint 90 000 il y a quelques jours. Donc, faisait écho à ça. Donc, ça attire l'attention des gens. Donc, quand il y a l'attention des médias, qu'est-ce qui arrive par rapport au public? Des gens qui ne connaissent pas nécessairement le Bitcoin et qui vont avoir un enthousiasme en espérant que ça continue de monter. Donc, le public embarque. Les gens en veulent. Et là, ce qui peut arriver, c'est qu'il se crée une bulle. Donc, par rapport à ça, une bulle qui, à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que la bulle, elle va tomber un peu plus tard. Puis à un moment donné, ben, il va y avoir une autre hausse en lien avec un autre halving, puis le même cycle est susceptible de se reproduire. Donc, une fois que le plus haut sommet atteint et c'est médiatisé, que ce soit sur les médias officiels ou les réseaux sociaux ou sur YouTube, ben là, ça occasionne du public qui en met. Fait que là, il y a une demande qui est de plus en plus grande, ce qui augmente le prix. Ça, c'est une possibilité. Naturellement, le passé, comme je le disais tantôt, n'est pas nécessairement garant de l'avenir, donc ça ne veut pas dire nécessairement que c'est ça qui va se reproduire. Mais j'en fais l'étude parce que le Bitcoin, il y a une forte possibilité d'augmentation. Comme vous voyez ici au creux, en 2022, il était à 16 000 $, puis là, au moment où je vous parle, il est à 92 000 $. Fait qu'on s'entend là, que c'est plus de profit que plusieurs types de placements en lien avec des fonds négociés en bourse. Et le Bitcoin, naturellement, il existe des fonds négociés en bourse qu'on peut prendre. Dans mon cas, j'ai pris le EZBC de Franklin Templeton, donc avec 0,19% de frais de gestion. Pourquoi j'ai pris un fonds négocié en bourse? Parce que, dans le fond, naturellement, j'aurais pas acheté un Bitcoin à 92 000 $, tandis que le fonds négocié en bourse, comme là au moment où je vous parle, est à 53 $. C'est plus abordable là, comme prix, là, naturellement. Là. Donc, c'est une façon de procéder. Naturellement, le fonds négocié en bourse, vous voyez, il y a un frais de gestion. Donc, ça a ses limites aussi. Mais, à défaut de rien faire, là, c'est sûr qu'au moment où je suis embarqué, ça a été le lundi 11 novembre, la tendance était haussière et j'ai l'impression, et on va voir ce qui va arriver dans les prochains jours, que la hausse, il y a beaucoup de personnes, des YouTubers qui disent qu'on est présentement en période de bull run, c'est-à-dire de marché haussier en lien avec le Bitcoin, étant donné la possibilité que lorsque Donald Trump va être en fonction, eh bien, il est supposé de mettre en place une législation favorable à la crypto-monnaie et également, dans le fond, à ce qui est en place aux États-Unis, une réserve de crypto-monnaie, un peu comme un pays peut avoir une réserve par rapport à l'or, et éventuellement, de plus en plus, il y aurait la possibilité que la crypto-monnaie devienne une valeur refuge dans laquelle les gens vont investir, un peu comme l'or, pour se protéger de l'inflation
et de la dévaluation des devises des différents pays, que ce soit le dollar canadien, le dollar américain, qui avec l'inflation, ben, le pouvoir d'achat diminue, tandis que le Bitcoin est en quantité limitée, c'est-à-dire 21 millions qui est prévu avoir au maximum d'ici environ 2040, ben, c'est une monnaie qui, si ce scénario se réalise, tout ça c'est tout le temps conditionnel, naturellement, eh bien, elle va être appelée à prendre une valeur constante. Donc, c'est quelque chose à suivre. Là, moi, c'est ça que j'ai l'impression que quand Donald Trump va entrer en poste, la hausse va continuer. Dans le fond, à ce moment-là, ça va encore stimuler le Bitcoin vers le coin du 20 janvier. On verra bien qu'est-ce qui va arriver et ça va continuer à prendre de la valeur. Sinon, ben, je me suis intéressé au fait qu'il y a beaucoup de personnes sur YouTube qui disent qu'il y a un effet d'entraînement. Lorsque le Bitcoin augmente, d'autres crypto-monnaies comme l'Ethereum va prendre aussi de la valeur, le Solana, puis d'autres aussi des coins alternatives, ce que certains aussi vont appeler par contre des shitcoins, c'est-à-dire des crypto-monnaies qui vont avoir un peu comme la saveur du mois, une certaine popularité pendant quelques mois, mais qui ne dureront pas nécessairement à long terme. Et les gens vont décrocher du narratif se rapportant à ces crypto-monnaies ou du projet après quelques mois ou quelques années. Tandis qu'il y en a d'autres qui ont de la constance. Là. C'est sûr que Bitcoin, donc ça existe depuis plusieurs années. Là. Vous voyez les chiffres sur Google sont répertoriés depuis 2016. Pour ce qui est d'Ethereum, c'est à peu près la même période, 2017. Donc, Ethereum, j'ai été avec le ETHA, produit BlackRock. Il y a des frais de gestion 0,25%, un peu comme le EBIT, qu'il existe aussi par rapport au Bitcoin, mais j'ai été plus avec Franklin Templeton où c'était 0,19, là, où je voyais que c'était un petit peu moins. Je suis arrivé avec l'Ethereum dans l'optique. Là, c'est sûr que je suis arrivé là-dedans là, récemment. Et puis, c'est dans l'optique que le plus haut sommet atteint en 2021, qui est de 4646, n'a pas été encore atteint de nouveau. Donc, le plus haut qui a été atteint récemment, c'est 3774. Et il y a possibilité qu'encore dans les prochaines semaines, ça l'augmente et que ça dépasse le plus haut sommet. Le jour que ça dépasse le plus haut sommet atteint, ce qui risque d'arriver, c'est que ça va attirer l'attention du public vers l'Ethereum, ce qui peut amener un effet d'entraînement, un effet haussier et éventuellement, un peu comme le Bitcoin, la création naturellement d'une bulle par rapport à beaucoup de personnes qui vont en demander, puis à un moment donné, ben, il va y avoir une baisse drastique qui pourrait arriver, là. Mais c'est sûr que ces modes-là, je les étudie, l'histoire des modes par rapport à une période d'insertion à peu près aux 4 ans par rapport au marché que nous présentent là, certains YouTubers. Je pense que ça vaut la peine de l'étudier. Et de voir aussi tout l'environnement crypto. Parce que, comme j'expliquais, si le Bitcoin augmente, il y a d'autres crypto-monnaies comme l'Ethereum qui va augmenter, Solana, d'autres plus monnaies moins connues, plus petites. Mais aussi la blockchain que j'ai vue, parce qu'il y a plusieurs semaines, j'avais pris la blockchain BKCH, que j'avais vu une augmentation par rapport à la valeur de ce fonds négocié en bourse. Donc, on voit ETF, parce que ça veut dire fonds négocié en bourse en anglais. Mais là, le plus haut sommet qui avait été atteint par rapport à la blockchain, c'était dans le fond en 2021, selon les chiffres qui sont affichés à l'écran, puis après ça, ça a diminué. Mais j'ai l'impression que ça se peut que ça continue d'augmenter là, dans les prochains jours. Là, ce qui est arrivé, c'est que dans la période 2021-2022, il y avait eu une bulle par rapport à tout ce qui est nouvelles technologies. Le Nasdaq aussi était très élevé. Mais c'est en lien avec la période dite de pandémie où les gens se ramassaient à faire du télétravail, passaient beaucoup de temps devant l'ordinateur. Fait que c'est normal que tout ce qui était technologie, les gens voyaient un grand avenir parce que si les mesures dans le fond,
comment dire, les mesures pour que les gens fassent du télétravail, évitent les contacts sociaux, passent de plus en plus de gens, dans le fond, plus de temps, pardon, devant leurs écrans, soient en place. Donc, à ce moment-là, ben, ça crée une augmentation par rapport à la demande de la technologie, là. Et la blockchain, c'est le support qui peut être utilisé par rapport aux crypto-monnaies qui sont transigées. Et là, quand j'ai vu il y a quelques jours, le Bitcoin a augmenté, donc le fonds négocié en bourse que j'avais pris en lien avec la blockchain, naturellement, a suivi le pas. Donc, ça va être un dossier à suivre dans les prochains jours, prochaines semaines. Sinon, ben, j'observe le Nasdaq. Le Nasdaq qui est quand même en cette année 2024, là, depuis le début de l'année, en fait depuis environ un an, là, vous avez une grosse augmentation qui a eu cours, 32,92%. Donc l'économie est tendance haussière depuis plusieurs mois. L'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis, j'ai l'impression que ça va amener une continuité de ce mouvement-là, surtout que lui, il veut faire primer l'économie. Dans le fond, à la différence des démocrates, pardon, qui eux autres, c'était beaucoup le respect de l'environnement, la lutte au changement climatique, etc. Tandis que Donald Trump, ben, c'est réduire l'impôt des entreprises, puis augmenter, dans le fond, le profit des entreprises américaines. Donc, à ce moment-là, ben, suite à son élection, naturellement, Wall Street a réagi favorablement. On a vu le Nasdaq, SP500 qui a connu une hausse. Et puis, dans le fond, par rapport au Nasdaq, ben, c'est intéressant de voir aussi qu'il y a plusieurs produits par rapport à ça. Puis, c'est étudié, quand on fait l'analyse technique, les moments de rentrée. Comme moi, je suis rentré sur le Nasdaq le 6 septembre 2024. Ben, j'avais vu une hausse importante. C'était un vendredi. Donc, j'étais parti chez ma mère. Puis là, je me suis dit comme ça, hein, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe sur le Nasdaq. J'étais pas chez moi, mais j'avais accès. Je m'organise pour avoir accès à mes noms d'utilisateurs et mots de passe de ma plateforme de négociation en ligne. Et comme il y avait eu des hausses aussi dans les derniers jours, puis là, je voyais qu'il y avait une baisse importante, fait que c'était un point de rentrée, fait que je suis rentré là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris à ce moment-là le QQQ. Donc, je l'ai acheté à 428,93. En date d'aujourd'hui, dans le fond, le 19 novembre 2024, il vaut 503,42. Ce qui fait en sorte que j'ai eu, dans le fond, un pourcentage de rendement de 12,14% de sa valeur qui a augmenté. Fait que là, j'ai fait cette action-là, puis là, j'étais bien content. Mais j'ai fait aussi des moins bons coups, là, comme par rapport à l'Inde, parce qu'il existe un fonds négocié en bourse à l'égard des entreprises de l'Inde. Bon, j'ai moins 6,06% de rendement. Fait que là, c'est sûr que des fois, en faisant de l'analyse, on se rend compte que ouais, il y a des points d'insertion, puis il y a des points aussi que c'est moins intéressant. Parce que là, présentement, le marché par rapport à l'Inde, dans le fond, est baissier. Donc, le 27 septembre, il était élevé, puis ensuite, ça s'est mis à baisser. Donc, mais c'est intéressant aussi de réaliser que quand le marché baisse, à un moment donné, il peut y avoir des points d'insertion pour entrer dans le marché. Pourquoi que je parle de l'Inde? Ben, c'est parce que j'évalue que c'est un marché qui est susceptible d'avoir une croissance dans les prochaines années. La population est importante, et la population est jeune. Donc, moi, c'est sûr que j'ai l'impression, bien, on verra qu'est-ce qui va arriver. On peut émettre des hypothèses. Puis j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir une continuité de la croissance aussi du Nasdaq. Fait que donc, c'est des marchés que j'étudie, que j'observe, puis je regarde qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de la variation. Ça, c'est sur le plan de l'analyse technique. Puis au niveau de l'analyse fondamentale, ben, je regarde par rapport des fonds négociés en bourse en fonction de différents critères pour les identifier, comme par exemple les frais de gestion. Ensuite, l'actif net. Et aussi, dans le fond, le coût qu'a la valeur du fonds négocié en bourse en comparé des dernières semaines, des derniers mois. Donc, c'est là où j'en suis. Je continue mes études, puis c'est sûr que je trouve ça intéressant, les fonds négociés en bourse, parce qu'on s'entend, on peut aller chercher des rendements plus intéressants
que certains CPG, certificats de placement garanti, qui vont donner par exemple du 5% sur un an. Quand que j'avais rentré par rapport lundi de la semaine, en fait lundi le 11 novembre, la semaine passée par rapport au EZBC. Bon, mais la journée de lundi, où le Bitcoin est passé de 80 000 à peu près à 90 000 ou 88 000, il y a une augmentation fulgurante. J'avais eu à peu près un rendement de 5%. Là, je disais à la blague à ma mère, ben, en une journée, si je vendrais à la fin de la journée, j'aurais eu l'équivalent du rendement sur un an pour un certificat de placement garanti. C'est sûr que un certificat de placement garanti, comme le nom, le capital est garanti. C'est sûr que par rapport à un fonds négocié en bourse, il peut y avoir naturellement des baisses là, qui peuvent quand même être importantes, là, tout dépendant lequel. Donc, il faut être prêt à faire face à la volatilité, la fluctuation, comme mon placement par rapport à l'Inde, vous voyez, moins 6,6. Mais j'ai l'impression que dans les prochains mois, il risque d'augmenter de nouveau. Et on verra bien. Donc, c'est ça ce qui est intéressant, c'est de faire des hypothèses, puis quelques semaines, quelques mois après, aller vérifier par rapport à tout ça. Donc, c'est ce qui va compléter l'enregistrement d'aujourd'hui. Naturellement, ce n'est pas un conseil d'investissement boursier. Je ne vous dis pas quoi faire. Je vais juste exposer certaines informations à des fins d'études à l'égard des fonds négociés en bourse. Ne croyez pas ce que je dis. Vérifiez par vous-même les informations qui ont été présentées. Donc, merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.